E2M, ou Entre deux mers, de Lise, chez Yellow Éditions. M comme. On ne naît pas maman, on décide de le devenir, ou pas. À celle de mes enfants, à la mienne, à la vôtre, à toutes ces mamans, qui font tout pour être la meilleure du monde. Même si parfois c'est maladroit, même si parfois c'est inadapté ou décalé, même si parfois c'est contre leurs règles, même si parfois cela semble parfait, quelles que soient leurs origines, leur culture, leur couleur, leur religion, leurs convictions, leur être. Je suis convaincue que toutes les mamans du monde donnent leur meilleur pour être à la hauteur, et transmettre, éduquer, former leurs enfants le mieux possible. Après, la vie, la chance, le hasard, les rencontres, l'inconnu, font que le résultat peut différer plus ou moins du but originel recherché et surtout espéré. Mais l'intention était, est et sera toujours là. Même si parfois l'attention peut ne pas être aussi grande que souhaitée, et ce pour différentes raisons. Surtout, ne jamais se permettre de juger sans essayer de se mettre à la place d'eux. Ne jamais croire ni penser que cela aurait été forcément mieux, sans envisager qu'éventuellement, cela aurait pu peut-être être pire. Toujours croire en l'avenir. Et surtout, toujours, mère. Papa Steph. Chapitre 1. Je m'appelle Hélène. Par pitié, c'est le seul moment où je vous demanderai de bien vouloir ne pas associer de chansons à ce que je vous raconte. Je ne suis pas garce, contrairement à toutes les filles qui portaient le même nom que moi quand je suis née et qui avaient croisé le chemin d'une amie de ma mère, qui s'était empressée de lui dire « L'appelle pas Hélène ! Toutes les Hélènes que je connais sont des garces !» Malgré mon départ affublé d'un prénom qui aurait pu être Passepartout, mais qui en fait était celui des méchantes femmes, je pense que je peux croire au miracle. Ou au fait que je suis une maman qui y croit. Je monte dans ma voiture. J'ai mal, je suis speed, comme d'habitude. Ce n'est pas que je parte trop tard, c'est que ma vie est trop remplie. À ce moment-là, j'oublie tout. J'entends à la radio la chanson de mon petit bonhomme. I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic. Je parle de mon deuxième enfant. J'ai d'abord eu mon frère. Là, il aurait fallu que j'entende du Coldplay pour penser à lui. Puis j'ai eu le plus adorable des petits garçons en garde. J'étais étudiante à Paris. Je cherchais un job pour quelques heures par semaine. Je suis entrée dans une boutique de vêtements pour hommes parce qu'il y avait une annonce collée sur la vitrine. La magnifique petite blonde qui m'a reçue m'a répondu qu'elle cherchait un plein temps, mais qu'elle avait un petit garçon de 5 ans et demi qui l'attendait beaucoup. Le rendez-vous était pris pour le mercredi suivant. Lorsque je suis entrée dans la cuisine, j'ai été happée par ses petits pieds nus qui se balançaient pendant qu'il goûtait. Puis, il a planté ses 2 yeux bleus dans les miens. J'y ai vu tellement de douceur. Il m'a porté le coup de grâce en me souriant. Ma candidature était validée par ses soins et je venais d'accepter le job. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une si longue histoire allait commencer. Je venais à chaque sortie d'école, chaque soirée où les parents voulaient s'évader, chaque voyage qu'ils faisaient tous les deux. Je m'étais entraînée à un rôle de maman sur mon petit frère, mais là, je peaufinais tout en étant vraiment ancrée dans le rôle de copine. J'ai fait face au coup de blues juste avant le tennis. Mais surtout, je ne me rendais pas compte à quel point je partageais avec lui du temps libre. Moi, qui n'avais que rarement passé du temps enfant à jouer, je faisais des courses de Mario Kart. Il m'a appris des jeux de cartes en se moquant gentiment de moi qui ne savais même pas mener une bataille. Et par-dessus tout, nous aimions chanter un peu fort, tous les deux, avec une préférence marquée pour les titres énergiques ou remixés. Quelquefois, je me dis que j'aimerais avoir mes propres enfants de temps en temps en babysitting, pour sortir du rôle conventionnel qui pose toujours des limites et les voir dans un contexte de plus grand partage. Pourtant, cette distance, certainement liée au fait que nous n'étions pas du même sang, ne m'empêchait pas de m'inquiéter pour lui, d'avoir la haine quand un copain lui faisait du mal dans la cour, quand il se faisait bousculer au parc ou lorsqu'il tombait à vélo. C'est auprès de lui que j'ai aimé les familles nombreuses. J'admirais sa maman qui donnait beaucoup à ses 3 enfants. Je voyais bien qu'elle mettait tout en place pour que leur vie soit la plus fluide possible et que cela lui demandait une énergie débordante. Elle passait la majeure partie de son temps à la boutique,
tout en étant présente le plus possible auprès d'eux. Elle préparait de bons petits plats et semblait tout anticiper des devoirs aux vacances, des rendez-vous médicaux aux invitations chez les copains. Nous ne nous voyions que très peu. Nous nous laissions des mots, mais j'avais toute sa confiance. Elle me laissait régulièrement les clés de sa voiture pour que j'emmène son petit loup à une activité. J'avais le permis depuis longtemps déjà, mais conduire une voiture qui n'était pas à moi requérait une attention détriplée. D'autant que chez moi, une voiture, c'est sacré. Elle me laissait également les clés de leur appartement pendant leur absence. Ces jours-là, j'avais l'impression que cette joyeuse tribu était complètement dépendante de moi. Je me mettais beaucoup de pression alors qu'ils se seraient montrés parfaitement capables de se débrouiller sans moi si cela avait été nécessaire. Mais je ne supporte pas de décevoir, donc je me dois d'être irréprochable. Je me suis occupée de lui pendant 3 années. En 1997, les téléphones portables commençaient à se démocratiser, mais ce n'était pas encore répandu, et le concept des réseaux sociaux n'existait pas plus que le terme. Je ne pouvais donc pas imaginer que je likerais toutes les photos qu'il publierait 2 décennies plus tard. J'ai commencé à travailler en 2000. J'ai eu beaucoup de mal à ne plus m'occuper de lui quotidiennement. Il me manquait. Je pensais souvent à lui. Je l'imaginais rêvasser en regardant par la fenêtre de sa classe. Je le voyais dans sa chambre en me disant qu'elle avait sûrement été refaite. Je lui envoyais régulièrement des petites lettres jusqu'à ce qu'un réseau social nous permette à nouveau de partager des moments du quotidien de chacun. Il serait plus juste d'écrire de son quotidien, parce que du mien, je n'en parle presque pas. Je n'ai pas envie de passer du temps à cela. Mon quotidien est largement consommé par les enfants, et je ne suis pas friande de les mettre en avant. Je ne prends pas ce que je mange en photo. Je n'ai pas franchement de talent. Et surtout, je cours tout le temps. J'adore cependant avoir des nouvelles des autres et de lui en particulier. Je suis ses études, ses stages, ses amours, ses voyages, et je m'en délecte. Comment qualifier cet amour pour lui ? Il est d'un autre ordre que celui que je voue aux membres de ma famille. Je ne sais pas s'il existe une catégorie dans laquelle je pourrais ranger ses sentiments. J'ai souvent des pensées bienveillantes que je lui envoie à distance. Je ne reporte pas d'inquiétude sur ses journées, mais je ressens au plus profond de moi un indéniable attachement. C'est un peu fou d'ailleurs, ces sentiments. Ils nous font tourner en bourrique. Ma sœur est l'aînée de la fratrie. Elle a toujours veillé sur moi comme une maman. Je sens que mon amour pour elle est proche de celui que je porte à ma mère. Je l'ai toujours écoutée. J'ai essayé de toujours lui obéir. De nous deux, c'est elle qui a l'autorité. Alors que dans le cas de mon frère, c'est lui le petit. Je lui changeais ses couches quand il était bébé. J'ai été la première de la famille qui l'a su appeler. J'avais l'oreille suffisamment attentive. Nous faisions ensemble des choses que les parents n'encourageaient pas à faire, il me semble. Nous avons partagé très vite une grande connivence. Je n'ai jamais cherché à prendre le rôle de mère, mais je me souviens avoir été d'une grande exigence avec lui, lorsqu'il se mettait devant ses devoirs, la tête encore au poney club. Je voulais l'aider le plus possible, ne pas me dire un jour que j'aurais pu lui donner plus si je m'y étais prise différemment. Il me semble que c'est en m'occupant de mon baby-cité que j'ai commencé à me poser des questions sur la maternité. Je devais sentir ce rôle se profiler dans ma vie adulte et tout me posait question. Je regardais comment s'y prenaient les mamans dans les squares, dans la cour de l'école, sur les trottoirs. J'admirais la patience de l'une, je vivais mal l'énervement d'une autre, je commençais mon identification. Dès lors, je n'ai eu de cesse de poser des questions aux mères qui croisaient mon chemin. Lorsque nous en parlions, j'écoutais attentivement. Je ne jugeais pas. Je devais bien orienter un peu mes interrogations, mais de manière générale, je crois qu'elles appréciaient surtout mon oreille attentive, doublée de mes conseils de générosité et d'ouverture. Et c'est assez paradoxal. Moi qui ai été élevée loin de toute religion, il m'a souvent été dit que j'avais un don pour l'altruisme, certainement inné. Je crois surtout que je préfère écouter que m'épancher, ce qui est encore plus surprenant, tant mon entourage sait à quel point je suis pipelette. Chacune des femmes qui témoignent s'adresse à son enfant, directement ou indirectement. J'aurais pu ajouter quantité d'autres mots, des mots de femmes moins à l'aise avec l'écriture, des mots de femmes au parcours plus lisse, des mots de femmes encore plus passionnées, des mots de femmes encore plus détruites. Mais certainement parce que j'applique moi-même une philosophie optimiste, j'ai voulu parler de celles qui s'en sortent, de celles qui s'arrachent, de celles qui y croient, de celles qui vivent, de celles qui aiment. Toutes ne sont pas très proches de moi. J'échange avec certaines quotidiennement alors qu'avec d'autres, notre rencontre ne repose que sur un moment unique d'écoute. Ce sont toutes des femmes lambda, avec quelques failles, mais surtout des forces insoupçonnées d'elles-mêmes. Elles font régulièrement montre d'abnégation.
Elles s'oublient pour assurer leur mission. Et toutes ces non-particularités font d'elles des êtres uniques. Je vais donc commencer par mon commencement. J'ai été très vite plongée dans un gynécée. Évidemment, il devait bien y avoir quelques hommes au démarrage, des hommes qui m'ont structurée. Mais ils ont rapidement été absents des radars, tant et si bien que j'ai passé toute mon enfance entre mes grands-mères, mes grandes-tantes, ma mère, ma tante, ma belle-mère et ma sœur. Je me suis rendu compte qu'elles avaient été capables de parler sans arrêt, de passer des après-midi entières de commérage sans jamais dire l'essentiel. Que sous leurs discours féministes, dans lesquels elles affichaient leurs avancées sans l'aide des hommes, elles étaient toutes bien plus dépendantes que je n'aurais pu le penser à première vue. Cela ne les a pas empêchées de mener à bien leur vie, mais je sais aujourd'hui que je serais plus sûre de moi si j'avais entendu certaines paroles ou lu une telle lettre de ma mère, par exemple. Je joue de la musique, je sens la musique, je fais l'amour en musique, je t'aime en musique, et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Calogero. Entre deux M, de Lise, chez Yellow Édition.